Alors, l'écriture clinique. Bien sûr, je vais dire des choses qu'un grand nombre d'entre vous connaissent. Quelle est la validité, quel est l'intérêt sur le plan pédagogique de l'écriture clinique? Je prends l'écriture clinique dans son sens large. L'écriture clinique est considérée comme un moyen au service de l'analyse des pratiques et Claude Attali, lui-même, quand il nous a apporté ce concept, cet outil, il nous a cité Cifali, 1998, un certain nombre d'écrits qui amenaient, qui montraient l'intérêt de l'écriture clinique au service de l'analyse des pratiques professionnelles. L'écriture clinique, bien sûr, ça consiste, à travers un écrit personnel, d'expliciter sa démarche réflexive sur sa pratique réellement vécue. Et donc, là, on voit que quand les internes nous font des travaux d'écriture dont eux-mêmes n'étaient pas forcément en situation de responsabilité, certes, c'est un intérêt, mais moindre que quand ils sont dans une situation professionnalisante où ils ont réellement vécu la situation et ils ont vraiment géré la situation. On verra qu'il y a d'autres modes d'écriture clinique où, par exemple, pour les externes, où ils ont été témoins, ils n'ont pas été forcément acteurs, mais qu'est-ce qu'ils ont perçu de cette situation dont ils ont été le témoin? L'écriture clinique, c'est un moyen de réflexion après l'action. Le passage par l'écriture, ça permet pas seulement de faire une analyse des pratiques, mais ça permet également de construire son identité. Et là, on le verra peut-être plus à travers le film, et on le verra peut-être plus après les promesses qu'Anasta pourra peut-être nous tenir avec un certain nombre d'écrits. C'est un outil qui permet d'aborder la complexité, et vous le savez que c'est un enjeu essentiel dans notre DES de former nos internes à gérer, à arriver à prendre à la fois conscience de la complexité des situations qu'ils vivent, mais aussi à essayer de régler les problèmes complexes des patients. En somme, l'écriture clinique, c'est un outil qui encourage la pratique réflexive. Et pour ça, il y a un certain nombre de littératures pédagogiques qui confirment cela. Alors, là, je vais essayer de sortir. Moi, je n'ai pas cette compétence d'avoir l'abord forcément philosophique ou psychanalytique, mais j'ai été regardé, j'ai essayé de m'instruire, j'ai essayé de ressembler. Vous savez, dans le secteur pédagogie du bureau du CNGE, avant, on était 1, 2, puis maintenant, il y a une équipe qui s'est constituée, avec des jeunes qui sont arrivés. Et les jeunes sont souvent extraordinaires, dépassent souvent les aînés, et c'est vrai, hein. Et moi, j'ai été longtemps impressionné par un des jeunes qui a rejoint notre groupe, qui s'appelle Xavier Gocco, et un petit jeune, et qui a apporté énormément de choses aux travaux du secteur pédagogie. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison. Si lui y arrive, je vais essayer de le copier. Merci Xavier, et tu m'as donné le moyen de... Alors, on va remonter jusqu'à Descartes. Et Descartes, je suis Paris Descartes, hein, et Claire aussi, donc je ne pouvais pas ne pas commencer par Descartes. Donc, vous savez, Descartes, il a initié la philosophie du sujet, hein, je pense donc je suis, et donc ça a permettre d'identifier le sujet comme un principe de réalité, en amenant le dualisme, la séparation de l'esprit et du corps. Bon. Prenons ça de côté, et on voit comment on chemine dans ce parcours philosophique. Après, il faut attendre Husserl, qui a introduit, dans le cadre de la phénoménologie, l'intersubjectivité. Et l'intersubjectivité, c'est réfléchir sur la relation entre les consciences. Alors, parce que, certes, Descartes, à l'image de notre faculté, est un élément important, mais pas suffisant. Il fallait aller plus loin. Et Husserl, avec cette intersubjectivité, a amené une notion qui arrive un petit peu plus à comprendre la problématique de l'analyse des situations et des problèmes. Il a manqué un autre élément, qui est l'empathie. Et vous savez, maintenant, on utilise l'empathie partout, hein, en médecine générale, mais en médecine en général, on dit qu'il faut être empathique avec le patient. Et là, c'est toujours Husserl. Alors, c'est la traduction de Hein Fühlung. Je suis désolé, je ne suis pas germanophile. Fühlung, d'accord. Je n'ai pas pris les cours d'allemand, tu vois, il aurait fallu que... Voilà. Donc, qui a permis, au-delà de la connaissance de l'alter ego, c'est d'essayer de penser qu'on pouvait penser à la place d'autrui, se mettre à la place d'autrui,
Interpréter son vécu psychique et son comportement, c'est d'essayer de faire à l'autre qu'on aimerait qu'on fasse, c'est essayer d'être en phase avec l'autre qui est en face de nous. Et donc, cette dimension de la conscience du je, de l'intersubjectivité et l'empathie nous permet de cheminer vers notre sujet qu'on va continuer. Alors, après, il y a eu Kant, qui a amené la notion de dire on peut penser pour soi, mais il est important aussi de se mettre à la place de tout autre, et il a développé la notion de pensée élargie. Lévinas, qui a introduit la problématique de la responsabilité première, de l'éthique, la crainte de la mort de l'autrui, a été aussi une autre étape qui enrichit un peu notre parcours. Ensuite, il faut citer, à mon avis, l'apport de tout ce qui est littérature et médecine, et en particulier l'école formaliste russe des années 50, qui a introduit la notion qui a développé la notion de narratologie. En France, on a eu Ferdinand de Saussure. Alors, un de mes collègues m'a dit, attention, Ferdinand de Saussure, c'était pas seulement un philosophe, c'était aussi un grand alpiniste, et ça a été un des premiers, Philippe, à monter au Mont Blanc. Et donc, on voit que son objectif, c'était d'atteindre les hauteurs telles que le CNGE essaye d'atteindre. En fait, ce qu'a apporté la narratologie, c'est surtout de construire les éléments constitutifs du récit et d'essayer d'établir le cadre de ce récit. Je continue. Bon, vous connaissez tous, ça c'est, s'il n'y a pas un séminaire de pédagogie du CNGE qui ne parle pas du modèle biopsychosocial d'Engel, ce n'est pas un séminaire du CNGE. D'accord ? Donc l'approche centrée patient, bien sûr que c'est au cœur de notre modèle de réflexion. On ne peut pas parler de philosophie sans citer Paul Ricoeur, surtout avec le président actuel, de la République, j'entends, pas le président du CNGE. Donc, que dit Ricoeur ? Il dit qu'à travers le récit, l'être humain non seulement appréhende l'univers et les autres, mais il construit sa personnalité. Tout un élément important, c'est pas seulement percevoir comment il ressent les choses, mais comment aussi il se construit. D'où peut-être la notion tout à l'heure dans la référence pédagogique que ça permettait de construire l'identité professionnelle. Les conditions de la reconnaissance de l'autre, il y a un élément important, c'est que, et là on revient un petit peu à la notion de Descartes et l'insuffisance de la pensée de Descartes, ou l'insuffisance d'une médecine très scientifique basée sur le physiopathologique, centrée sur le corps, c'est que quand on est centré sur le corps-objet, on n'arrive pas à sentir les problématiques, on n'arrive pas à percevoir, et peut-être que du coup, ça introduit un peu, vous savez, notre compétence de la Marguerite, de l'approche globale du patient. Alors longtemps, on a essayé de dire qu'en science, il fallait mettre de côté ses émotions et qu'il n'y avait que le raisonnement qui était important. Et il y a eu, dans peut-être une quinzaine d'années, un ouvrage d'Antonio Damasio qui a écrit L'erreur de Descartes, qui montrait que l'importance de ressentir, d'exprimer ses émotions, ça faisait partie des rouages de la raison. Et derrière ça, vous savez, tout le développement qu'il y a eu sur les écrits, sur l'intelligence émotionnelle, et ce que ça peut apporter comme aide à la décision et au raisonnement. On termine par l'herméneutique, qui est l'analyse des phénomènes impliqués dans l'interprétation des textes et des événements, et qui répond à 3 fonctions, le langage, la traduction, le commentaire. Là encore, je vais citer Ricoeur, parce que j'ai besoin d'être bien vu par les hautes instances. Donc j'interprète la réalité en parlant, disait Ricoeur, et le langage n'est pas secondaire, il est premier, il est à l'origine de l'être. Heidegger citait même que le langage est la maison de l'être. Il manifeste l'historicité et la finitude de la condition humaine. Le ressenti Alors, on revient aux anciens Grecs. Et finalement, ils n'avaient pas, les Grecs, développé toute la philosophie qui est venue après. Mais quand même, Aristote disait que le ressenti d'une maladie s'exprime différemment selon les individus. Et c'est l'individu qu'il faut guérir, et pas la maladie. Enfin, c'est moi qui le dis, ça. Enfin, Ricoeur a permis de définir la reconnaissance réflexive de soi,
l'identité de soi, et donc l'identité narrative. Ce qui me permet de dire que le travail d'écriture clinique, dans cette identité narrative, va permettre aux cliniciens, aux praticiens, à l'enseigner, de pouvoir avoir avec son identité, exprimer ses émotions, ses ressentis, au travers des situations qu'il rencontre, et essayer de construire son identité professionnelle à travers cet écrit. On ne peut pas terminer ce chapitre un peu sciences humaines sans parler de la psychanalyse. Et vous savez que l'élément important de la psychanalyse et la force du récit, c'est parfois aussi d'exprimer les éléments qui interviennent dans cette relation, avec la notion de transfert et des affects. Pour ça, vous savez, les caricatures qu'on entend parfois des étudiants qui disent que dans le RSCA, il faut écrire ce que tu ressens, il faut essayer de dire comment tu étais fatigué, ce qui s'était passé. Et parfois, il y a une espèce d'hypertrophie, mais qui est un détournement de ce qu'on a essayé d'expliquer en disant « essayez d'exprimer ce que vous ressentez face aux situations, comment vous les avez vécues, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que vous avez senti ce patient pénible, pourquoi il était pénible pour vous ?» Voilà. Donc, c'est tous ces éléments qui peuvent venir de ça. La force du récit, c'est un travail de liaison psychique, disait Freud. C'est donner du sens, parfois en changer. Lacan a développé le rapport du signifiant et du signifié, qui un peu reflète le modèle du système conscient et inconscient. Et ce que dit un peu la psychanalyse, c'est que la construction de récits successifs, ça permet un accès intuitif à des contenus latents ou inconscients. Donc parfois, et en discussion entre nous, on disait, des étudiants parfois mettent dans les écrits des choses qu'ils n'avaient jamais osé le dire auparavant, à travers des situations rencontrées autour des patients.